Lors d'un repas de famille, maman annonce à 17 proches que je nettoie les toilettes, tandis que ma sœur a épousé un chirurgien. Papa me glisse 50 € pour passer la serpillière. Je ne bronche pas. La grand-mère intervient, exigeant que maman révèle mon vrai métier. Je m'appelle Élodie Martin. J'ai 36 ans. Lors de notre dernier grand repas de famille annuel, ma mère s'est tenue en bout de table devant 17 de nos proches et a annoncé avec un sourire fier, l'une de mes filles a épousé un chirurgien cardiaque. L'autre nettoie les toilettes. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Puis mon père a fait glisser un billet de 50 € sur la nappe en lin blanc, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tiens, va passer la serpillière quelque part ». Personne n'a ri. Ma sœur Véronique a simplement souri dans son verre de vin. Je n'ai pas broché. J'ai soigneusement plié le billet, je l'ai glissé dans ma poche et j'ai dit calmement « Merci ». Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais passé les 12 dernières années à bâtir quelque chose de bien plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Et ma grand-mère de 77 ans, la seule personne dans cette pièce qui connaissait la vérité, avait finalement atteint ses limites. Elle s'est levée lentement, s'est tournée vers ma mère et a prononcé des mots qui ont fait voler en éclats toute la soirée. Maintenant, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut savoir que ma mère avait 17 ans quand elle a eu Véronique, un mariage précipité dans une église du Val-de-Marne en 1985. Elle a abandonné la fac dès son premier semestre. Elle n'y est jamais retournée. Et elle a passé les 40 années suivantes à s'assurer que tout le monde sache que ses filles feraient mieux, que nous ne commettrions pas ces erreurs, que nous épouserions des hommes capables de nous offrir la vie qu'elles n'avaient jamais eue. Je suis née 4 ans et demi après Véronique, en décembre 1989. À ce moment-là, mes parents avaient emménagé dans une petite maison mitoyenne à Montreuil, un quartier populaire où tout le monde se mêlait des affaires des autres. Mon père travaillait comme chef d'entrepôt dans une entreprise de logistique près du port de Gennevilliers. Ma mère restait à la maison, lisait des magazines maison de campagne et planifiait pour ses filles un avenir qui n'avait rien à voir avec ce que nous étions vraiment. Véronique était la belle, blonde aux yeux bleus, le genre de fille qui rendait bien sur les photos. Elle avait droit à des cours de danse classique. Moi, j'ai eu des crampons de foot d'occasion pour des matchs que personne ne venait jamais voir. Quand Véronique a eu 12 ans, ma mère a commencé à lui apprendre comment se tenir correctement, comment faire la conversation lors des dîners mondains, comment être le genre de femme que les hommes voudraient épouser. Quand j'ai eu 12 ans, ma mère m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas être un peu plus comme ma sœur. Je me souviens, à l'âge de 8 ans, assise en haut des escaliers, écoutant ma mère au téléphone avec sa sœur. « Véronique ira loin », disait-elle. « Élodie. » Eh bien, on verra. Je suis allée dans ma chambre et je ne suis pas descendue pour le dîner. Ce schéma s'est maintenu au lycée. Les 20/20 de Véronique lui valaient des dîners en famille au restaurant italien de l'avenue Jean Jaurès. Mon 16/20 en spécialité SVT me valait un froncement de sourcils et la question « Pourquoi pas 20 ?» Quand j'ai remporté la 3e place au concours régional de sciences pour un projet sur la contamination de l'eau dans les banlieues parisiennes, mes parents ne sont pas venus à la cérémonie. Ils aidaient Véronique à faire les courses pour sa chambre d'étudiante à l'université Paris-Descartes. Notre réfrigérateur était couvert des exploits de Véronique, bulletins scolaires, photos de gymnastique, lettres d'acceptation. Mon ruban du concours de sciences restait dans un coin, à moitié caché derrière une liste de courses tenues par un seul aimant. Quand Véronique a été acceptée en première année de médecine, passe, ma mère a sablé le champagne. Quand je leur ai dit que je postulais à l'université Paris 8 à Saint-Denis, le visage de ma mère s'est décomposé. Paris 8 ? Élodie ? C'est une fac de banlieue. Tu ne peux pas postuler quelque part de mieux ? J'ai répondu que j'avais obtenu une bourse au mérite. Pour la santé publique, a répété ma mère comme si les mots avaient un mauvais goût. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire avec ça ? Je n'ai pas répondu. J'avais déjà appris que ma mère ne voulait pas de vraies réponses. Elle voulait que la vie de Véronique soit dupliquée, et je ne lui donnerais jamais cela. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que ma grand-mère avait observé toute cette dynamique se mettre en place. Mamie Florence, la mère de ma mère, avait élevé maman seule après que mon grand-père soit parti quand elle avait 3 ans.
Florence avait cumulé 2 emplois en tant que mère célibataire dans les années 60 et avait quand même trouvé le temps d'obtenir son diplôme d'assistante sociale au cours du soir. Elle avait passé 40 ans à travailler pour la direction de l'action sociale de Paris, aidant les familles en crise, coordonnant les services pour les sans-abri, se battant pour des gens que personne d'autre ne voyait. Elle avait appris à ma mère que le travail acharné était digne. Ma mère en avait tiré la leçon inverse, que travailler dur signifiait qu'on avait échoué. À l'automne 2007, quelques semaines avant ma rentrée à Paris 8, j'ai pris le métro jusqu'à Belleville pour rendre visite à mamie Florence dans son petit appartement sans ascenseur. L'endroit était encombré de dossiers, de livres sur les politiques publiques, de cartes des infrastructures des services sociaux parisiens. Elle a préparé du café dans un vieux percolateur et nous nous sommes assises à la table de sa cuisine pendant que des enfants jouaient au foot dans la rue en bas. Ta mère pense que la réussite, c'est être la femme d'un médecin en banlieue chic, a dit Florence sans méchanceté. J'ai passé 40 ans à apprendre que ça ressemble plutôt à de l'eau propre, des logements sûrs et des gens qui en ont quelque chose à faire. Laquelle veux-tu être ? J'ai regardé les cartes étalées sur sa table, superposition des taux de pauvreté, épidémie, défaillance des infrastructures, des schémas que je pouvais voir, des problèmes que je voulais résoudre. La deuxième, ai-je dit. Florence a souri. Elle a sorti une carte de Paris et de sa petite couronne avec des marques au stylo rouge. Des quartiers où les systèmes d'assainissement étaient défaillants. Des communautés où des infrastructures brisées entraînaient des crises sanitaires dont personne ne parlait. Le travail invisible qui permettait à une métropole de fonctionner. Ce sont les endroits où j'ai travaillé, a-t-elle dit. Ce sont les gens dont ta mère préférerait oublier que nous sommes issus. Si tu choisis cette voie, elle ne comprendra pas. Elle ne comprendra peut-être jamais. Peux-tu vivre avec ça ? J'ai repensé au réfrigérateur couvert des exploits de Véronique, à mon ruban de science dans le coin, à l'expression de ma mère quand j'ai dit Paris 8. Je peux vivre avec, ai-je dit. J'ai commencé à la fac en septembre. J'ai choisi ma majeure en santé publique avec une spécialisation en sciences de la santé environnementale, et j'ai pris un job à temps partiel au service d'entretien du campus, nettoyant les salles de bain des résidences étudiantes pour 9,50 € de l'heure. Quand ma mère l'a découvert, elle était mortifiée. Tu nettoies des toilettes, Élodie ? C'est humiliant. Tu ne peux pas trouver un stage dans un hôpital ou quelque chose de respectable ? C'est respectable, ai-je répondu. Pas pour ceux qui comptent vraiment. Je n'ai pas débattu. J'ai juste continué à m'y rendre. Je passais la serpillière, récurais les éviers et remarquais des choses, des schémas de développement de moisissures, des ruptures de canalisation, des défaillances sanitaires qui affectaient la santé des étudiants. J'ai commencé à prendre des notes. J'ai posé des questions à mes professeurs. L'une d'entre elles, le docteur Catherine Laurent, a vu quelque chose en moi. Élodie, m'a-t-elle dit un après-midi dans son bureau exigu. Tu ne veux pas juste étudier la santé publique, tu veux réparer les systèmes. C'est rare. Ne gâche pas ça. Elle m'a tendu un dossier de candidature pour un stage à Haut-de-Paris. Ce n'est pas glamour, a-t-elle dit. Tu vas tester des échantillons d'eaux usées, mais tu vas apprendre comment une ville fonctionne réellement. J'ai ramené le dossier à la maison. Ma mère l'a vu sur la table de la cuisine et l'a repoussé pour faire de la place au classeur de préparation du mariage de Véronique. Véronique était alors fiancée à Antoine Dubois, interne en chirurgie cardio-thoracique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ils s'étaient rencontrés lorsque Véronique travaillait comme déléguée médicale, faisant ses tournées à l'hôpital. Elle avait obtenu son diplôme mais n'avait jamais poursuivi ses études de médecine. Elle avait pris ce poste de commercial à la place. 6 mois plus tard, elle rencontrait Antoine lors d'un rendez-vous client. 2 ans plus tard, ils étaient fiancés. Ma mère appelait ça le destin. J'appelais ça une stratégie. Le mariage a eu lieu en juin 2011 dans un domaine avec jardin que mes parents ne pouvaient pas vraiment s'offrir. 200 invités, un quatuor à cordes, ma mère dans une robe en soie couleur champagne qu'elle avait économisé des mois pour s'acheter. J'étais demoiselle d'honneur dans une robe jaune pâle mal coupée. Sur les photos, je suis rognée sur le bord du cadre, à peine visible, tandis que Véronique et Antoine rayonnent au centre.
Lors de la réception, ma mère a porté un toast à mes 2 filles, mais elle n'a regardé que Véronique. Je me suis éclipsée dehors et j'ai envoyé un SMS à mamie Florence, je vais bien. Je compte juste les heures avant de pouvoir partir. Elle a répondu, tu es déjà partie, ma chérie. Ils ne s'en rendent juste pas encore compte. Elle avait raison. À ce moment-là, j'avais déjà été acceptée à l'Institut régional d'administration, IRA, de Lille pour mon master en administration publique. J'ai déménagé à 2 heures de route cet automne-là et je ne suis revenue que pour les fêtes de famille obligatoires. Si cette histoire vous semble familière, si vous avez déjà été le membre de la famille dont les réussites ne comptent pas parce qu'elles ne collent pas à leur récit, laissez un commentaire. J'aimerais beaucoup lire votre histoire aussi. J'ai passé ces 2 années à Lille à vivre dans un petit 2 pièces bon marché, à manger des nouilles instantanées et à rédiger un mémoire sur l'équité de la gestion des déchets en milieu urbain. Mon jury a été impressionné. Le président m'a demandé si j'avais envisagé de travailler dans les politiques publiques. Je lui ai dit qu'une offre d'emploi m'attendait à Paris. Je commençais dans 2 semaines. En juin 2013, 3 jours après la soutenance de mon mémoire, je suis devenue spécialiste en santé environnementale pour la direction de la santé publique de Paris. Salaire, 38 500 €. J'avais un box au 11e étage d'un bâtiment municipal rue de Rivoli, une plaque indiquant « et Martin, spécialiste » et une photo de mamie Florence sur mon bureau. Mon travail consistait à inspecter les restaurants, enquêter sur les plaintes pour contamination et répondre aux risques de santé publique. Ce n'était pas glamour, mais c'était important. Cette première année, j'ai géré une épidémie de légionellose dans un EHPAD de Saint-Denis. J'ai fait des journées de 16 heures en coordination avec les équipes techniques, testant les réseaux d'eau, mettant en place des protocoles d'urgence. Nous avons sauvé l'établissement de la fermeture. Nous avons évité des morts. J'ai reçu une lettre de félicitations de la direction. Ma famille n'en a jamais rien su. Lors de notre repas de famille de fin d'année, quelqu'un a demandé ce que je faisais dans la vie. Avant que je puisse répondre, ma mère a dit « Oh, Élodie travaille pour la ville. » Un truc avec le nettoyage, je crois. Elle a souri à la tablée d'un air d'excuse. L'assainissement de la ville. Reniflement de mépris. Les 17 personnes ont hoché la tête poliment et changé de sujet. Ma sœur Véronique était alors enceinte de son premier enfant. La conversation a dévié sur les prénoms de bébé, les couleurs de la chambre, le planning d'opération d'Antoine. Je suis restée assise là, j'ai fini mon repas et je suis partie tôt. Mamie Florence m'a appelée ce soir-là. C'était grave comment? Comme d'habitude, ai-je dit. Quand vas-tu leur dire ce que tu fais vraiment? Pourquoi faire, ai-je demandé. Ils ne veulent pas savoir. Ils veulent la version de moi qui a du sens pour eux. Qu'ils la gardent. Je l'ai entendu soupirer à l'autre bout du fil. Un jour, ils vont réaliser. J'ai hâte de voir leur tête. Je te ferai signe quand ça arrivera, ai-je répondu. Mais je ne pensais pas que ça arriverait. Je croyais que je passerais toute ma vie à être sous-estimée par les personnes censées me connaître le mieux. Et j'avais fait la paix avec ça. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à la rapidité avec laquelle les choses allaient changer. Au printemps 2014, j'ai été promue spécialiste principale. Je dirigeais une petite équipe de 4 inspecteurs. Mon salaire est passé à 45 200 €. Lors du repas dominical, j'ai mentionné la promotion. Mon père a dit, c'est bien. Ma mère a demandé, c'est comme une chef d'équipe? J'ai répondu, oui. Elle a ajouté, pour les agents d'entretien? Je ne l'ai pas corrigé. En 2015, j'ai encore été promue, cette fois comme directrice des services de santé environnementale. J'avais 26 ans. Je supervisais 25 employés et un budget d'un peu plus d'1 million d'euros. Le Conseil de Paris m'a cuisiné pendant 1 heure sur mon manque d'expérience. J'avais mon master, 2 ans d'expérience sur le terrain et un taux de conformité d'inspection de 98%. J'ai décroché le poste de justesse. J'étais la plus jeune directrice de l'histoire du département. Les gens étaient sceptiques. J'ai passé l'année suivante à prouver que je le méritais.
Ma mère ne m'a jamais posé de questions sur mon nouveau titre. Quand on lui demandait ce que je faisais, elle répondait « Élodie travaille pour la ville, dans la santé publique ou quelque chose comme ça. » On n'est pas très sûr. Entre 2016 et 2017, j'ai piloté une fusion de services combinant la gestion des déchets, l'hygiène publique et l'assainissement des structures pour sans-abri en une seule division coordonnée. C'était un casse-tête politique. J'ai siégé lors de réunions tendues du Conseil de Paris, formé des coalitions, défendu mes propositions avec des données qu'ils ne pouvaient pas contester. Le vote est passé de justesse. En 2018, mon nouveau titre est devenu directrice générale des services municipaux de santé et d'assainissement. Mon personnel est passé à 120 agents. Mon salaire a atteint 85 000 €. Je gérais des contrats avec de grands hôpitaux, je coordonnais les protocoles d'intervention d'urgence et je rendais des comptes directement à l'adjointe au maire chargée de la santé et des solidarités. À Pâques cette année-là, ma mère m'a demandé si je travaillais toujours pour la ville. J'ai dit oui. Elle a hoché la tête et s'est tournée vers Véronique, parle-nous de la nouvelle maison de campagne d'Antoine. La conversation est passée à autre chose. Je n'ai rien dit car j'avais compris quelque chose. Ma mère ne voulait pas connaître la vérité. La vérité la dérangeait. Elle venait perturber l'histoire qu'elle se racontait depuis 30 ans. Celle où Véronique avait gagné et moi perdu. Qu'une de ses filles avait fait un beau mariage et que l'autre s'était contentée des miettes. La laisser croire que j'étais une ratée était plus facile que de me battre pour la faire changer d'avis. Et puis le Covid-19 est arrivé. Mars 2020. J'avais 31 ans. La ville s'est mise à l'arrêt. Mon département est devenu une infrastructure vitale du jour au lendemain. Nous avons coordonné les protocoles de désinfection pour la RATP, distribué des EPI à 40 centres d'hébergement, mis en place des mesures d'hygiène d'urgence pour les hôpitaux de campagne. Mon budget a explosé pour atteindre 48 millions € de fonds d'urgence de l'État. Mes effectifs sont passés à 180 employés travaillant 24h24. Je faisais des semaines de 80 heures. Je prenais des appels du cabinet du maire à 2 heures du matin. Je me suis coordonnée avec tous les grands hôpitaux parisiens, y compris la Pitié-Salpêtrière, où mon beau-frère réalisait des chirurgies cardiaques dans des blocs opératoires que mon équipe maintenait stériles. En juin 2020, mamie Florence a attrapé le Covid. Elle avait 72 ans, à haut risque, et avait du mal à respirer. J'ai passé des appels. J'ai utilisé toutes mes relations professionnelles pour m'assurer qu'elle soit admise dans le bon service de réanimation, qu'elle reçoive le bon traitement, que les bons médecins suivent son cas. Elle a survécu. Quand elle a été en état de parler, je suis allée la voir à l'hôpital. Elle a regardé mon badge visiteur, Élodie Martin, cadre de santé publique de la ville, et s'est mise à pleurer. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. « T'assurer que j'entre dans ce service. » J'ai passé quelques coups de fil. « Élodie, tu m'as sauvé la vie. » Les médecins t'ont sauvé la vie, mamie. Avec des équipements et des protocoles fournis par mon département. Elle a cherché ma main. J'ai lu les journaux, ma chérie. Je sais ce que tu fais maintenant. Est-ce que ta mère le sait? Non, ai-je répondu, et j'aimerais que ça reste ainsi. Pourquoi? Parce que je veux voir combien de temps elle va continuer à croire que je suis une ratée. Florence a serré ma main. Sa poigne était faible mais déterminée. Promets-moi une chose. Quand le moment viendra, quand ils verront enfin qui tu es, ne les ménage pas, je te le promets. 2 ans plus tard, en juin 2022, le Conseil de Paris m'a remis une médaille pour mon leadership dans la gestion de la crise Covid. Il y a eu une cérémonie à l'hôtel de ville. Le maire a prononcé un discours. Les photographes de presse ont pris des photos. Le Parisien a publié un petit article dans ses pages locales avec une photo de moi serrant la main du maire. Le titre disait « La directrice de la santé de la ville, Élodie Martin, honorée pour sa gestion du Covid ». Je n'ai pas invité ma famille. Je savais qu'ils ne viendraient pas. Mais mamie Florence était là. Elle était assise au premier rang de la petite salle de cérémonie et pleurait de fierté. Après coup, elle a soigneusement plié la coupure de journal, l'a glissée dans son sac à main et n'a rien dit à ma mère. « Tu gardes ça pour une occasion,
ai-je demandé. Peut-être, a-t-elle répondu. En 2023, mon département s'était stabilisé. Budget, 52,8 millions d'euros. Effectif, 180. Mon salaire, 115 000 euros. J'avais été nommé au comité d'action pour la santé publique du maire. Je me coordonnais avec les hôpitaux, les écoles, les autorités des transports. Je gérais les contrats. Je signais les certifications de conformité. Mon travail était invisible jusqu'à ce qu'il échoue. Et il n'échouait pas, car j'étais doué dans ce que je faisais. Pendant ce temps, les réunions familiales continuaient exactement comme avant. À l'approche des fêtes de 2024, exactement un an avant que tout ne change, ma mère m'a demandé, « Élodie, tu es toujours à la mairie ?» « Oui. » « C'est bien ma grande. » « Un emploi stable. » Son ton laissait entendre que « stable » signifiait stagnant. Puis elle s'est tournée vers Véronique, raconte à tout le monde pour l'association d'Antoine. Il devient associé dans son cabinet de chirurgie l'année prochaine. Antoine a souri modestement. Véronique rayonnait. Ma mère a levé son verre pour porter un toast. J'ai bu de l'eau et je suis partie avant le dessert. Plus tard dans la soirée, j'étais dans l'appartement de mamie Florence à Belleville, regardant de vieux films et mangeant chinois dans des barquettes à emporter. Combien de temps vas-tu encore laisser couler, a-t-elle demandé. Plus pour très longtemps, ai-je répondu. Quelque chose se prépare. Je le sens. J'avais raison. Début novembre 2025, ma mère m'a appelé. Élodie, le repas de Noël va être spécial cette année. Véronique a une merveilleuse nouvelle. Antoine a été nommé associé. On invite tout le monde. La famille de l'oncle Raymond, la tante Céline, tous les cousins. Assure-toi d'être là. Je serai là, ai-je dit. Bien. Et Élodie, mais peut-être quelque chose d'élégant, tu sais, fais un effort. J'ai raccroché et envoyé un SMS à Florence, grand repas de famille. Maman prépare quelque chose. Elle a répondu, moi aussi. La semaine précédant le repas, ma mère a rappelé. Élodie, quand les gens te demanderont ce que tu fais, qu'est-ce que je dois dire? Je travaille dans la santé publique pour la ville. Mais ça veut dire quoi? Genre, des inspections d'hygiène? Quelque chose comme ça. Elle a soupiré. Tu rends les choses si compliquées, Élodie. Tu ne peux pas juste me donner une réponse simple? Je l'ai fait. Santé publique. Bon, je dirais juste que tu travailles pour la mairie. C'est plus simple. Après avoir raccroché, une de mes collègues est passée devant mon bureau. Elle a vu mon expression. Encore ta famille? Toujours. Quand vas-tu leur dire ce que tu fais réellement? Bientôt, ai-je répondu. Très bientôt. La veille du repas de famille, j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Florence. Nous étions assises dans son petit salon, la lumière de l'après-midi filtrant par les fenêtres. Elle a fait du thé. Nous avons discuté. Tu n'es pas obligée de venir demain, mamie. Ça va juste être gênant. J'ai déjà vécu des situations gênantes, a-t-elle dit. 40 ans dans l'action sociale. Tu crois que je ne peux pas gérer ta mère? Mais pourquoi maintenant? Parce que j'ai 77 ans, Élodie. Je n'ai plus le temps de les regarder te manquer de respect. Et si ça empire les choses? Pire que de te traiter comme un moins que rien? Elle a fouillé dans un tiroir et a sorti la coupure de journal de 2022. La photo de moi avec le maire. J'apporte ça demain. Ça te va? J'ai regardé la coupure pendant un long moment. Puis j'ai hoché la tête. Oui, je suis prête. Le matin du repas, j'ai choisi ma tenue avec soin. Une robe noire simple, pas de marque de créateur, rien qui puisse rivaliser avec n'importe quelle tenue hors de prix que Véronique porterait. Je voulais ressembler exactement à ce que ma mère pensait que j'étais. Quelconque, sans succès, facile à oublier. C'était stratégique, car je savais ce qui m'attendait. Je suis arrivée chez mes parents vers 14 heures. La famille élargie était déjà là, 17 personnes au total. Oncle Raymond et sa femme Diane avec leurs 3 enfants.
Tante Céline et son mari avec leurs 2 ados. Des cousins que je connaissais à peine. Véronique, Antoine et leurs 2 enfants. Ma mère a accueilli Véronique à la porte avec une étreinte. Oh, tu es ravissante. C'est du Diane von Furstenberg? Oui, Antoine m'a fait une surprise. Ma mère s'est tournée vers moi. Oh, Élodie, tu es là. C'est une robe sympathique. Son ton faisait sonner sympathique comme médiocre. Merci, maman. À l'intérieur, la table de la salle à manger était dressée pour 17. Nappe en lin blanc, verre en cristal, centre de table florale aux couleurs d'automne, marque place calligraphiée. J'ai trouvé le mien à l'extrémité de la table, entre 2 cousins ados. Le marque-place de Véronique était à côté de la place de ma mère, en bout de table. Je me suis assise avec un léger sourire. Parfait, ai-je pensé. Plus la mise en scène est mauvaise, meilleure sera la chute. Puis mamie Florence est arrivée. Le dîner a commencé par des apéritifs, verrines de crevettes, fromages affinés de Brie, et le vin a coulé à flot. La conversation a tourné autour du cabinet chirurgical d'Antoine, des enfants de Véronique, des réussites de mes cousins. Je suis restée silencieuse. J'observais. Florence, assise en face de moi, observait aussi. Après l'entrée, ma mère s'est levée. Elle a tapé sur son verre en cristal pour réclamer l'attention. Tout le monde, je voudrais porter un toast avant la suite du repas. La pièce s'est tue. 17 visages se sont tournés vers elle. Nous sommes tellement bénis, a-t-elle commencé. Véronique a épousé un chirurgien cardiaque qui sauve littéralement des vies tous les jours. Antoine vient de devenir associé dans l'un des cabinets de chirurgie les plus prestigieux de Paris. Applaudissements. Antoine a hoché la tête modestement. Véronique a rougi de plaisir. Le visage de ma mère a changé. Elle m'a regardé, et nous sommes fiers de nos 2 filles, bien sûr. Sa voix a pris ce ton d'excuse que je connaissais si bien. L'une a épousé un chirurgien. L'autre. Eh bien, Élodie nettoie les toilettes pour la ville. Le silence s'est abattu sur la pièce. Quelqu'un a reposé son verre à vin trop brutalement. Le son a résonné. Je pouvais sentir l'odeur du chapon rôti dans la cuisine, pas encore découpé. Je pouvais voir la sauce au marron dans son bol en cristal. Intacte. 17 personnes me fixaient. Puis mon père a sorti son portefeuille. Il a extrait un billet de 50 € et l'a fait glisser sur la nappe en lin blanc. Il est passé devant le plat de sauce et s'est arrêté devant mon assiette. Le motif architectural du billet me dévisageait. Tiens, a dit mon père en me regardant dans les yeux. Va passer la serpillière quelque part. Quelques personnes ont ri. L'oncle Raymond, quelques cousins ados. Un rire maladroit, mal à l'aise. C'est un travail honnête, pas vrai, a ajouté mon père. Il n'y a pas de saut métier. Ma mère a essayé d'adoucir le trait. Bernard, arrête. Elle a ri nerveusement. Je suis sûre qu'Élodie travaille très dur dans ce qu'elle fait. J'ai regardé le billet de 50 €. J'ai regardé mon père. Puis je l'ai ramassé. Je l'ai plié soigneusement, exactement en 2, puis encore en 2. Je l'ai glissé dans ma poche. Et de la voix la plus calme que j'ai jamais eue, j'ai dit « Merci, papa ». La pièce est devenue encore plus silencieuse, encore plus mal à l'aise, car je n'avais pas pleuré. Je n'étais pas partie. Je ne leur avais pas donné la satisfaction d'une réaction. Véronique a regardé son assiette et a chuchoté « Élodie. » Tout va bien, ai-je répondu. Mon père s'est tortillé sur sa chaise. Je plaisantais, c'est tout. Je sais. Ma mère a essayé de passer à autre chose. Bon, on découpe la volaille, n'est-ce pas? Mais avant que mon père ne puisse se lever, il y a eu un bruit. Une chaise qu'on recule. Mamie Florence s'est levée. 77 ans, un M60, mais elle imposait le respect dans cette pièce comme elle l'avait fait pendant 40 ans dans les réunions du Conseil de Paris et les interventions de crise. Béatrice, a-t-elle dit. Ma mère avait l'air confuse. Oui, maman. Dis-leur où ta fille travaille vraiment.
Je viens de le faire. Elle travaille dans l'assainissement pour la. Son titre. Le visage de ma mère s'est figé. Je ne connais pas son titre exact. C'est bien là le problème, a dit Florence doucement. La pièce était pétrifiée. 17 personnes retenaient leur souffle. La voix de Florence était stable, froide, claire. Directrice générale des services municipaux de santé et d'assainissement, Ville de Paris. Silence. L'oncle Raymond a été le premier à parler. Genre, une responsable ? Genre, la personne qui dirige le département tout entier, a précisé Florence. Budget, 52,8 millions d'euros. Effectif, 180 employés. J'ai regardé l'information faire son effet, j'ai vu les visages changer, le verre de vin de ma mère s'incliner, oublié dans sa main. Tante Céline a demandé, quelle est la taille du département ? Florence a répété plus lentement, 52,8 millions. 180 employés. Ma mère a retrouvé sa voix. Maman, ça ne peut pas être vrai. Élodie nous l'aurait dit si. L'aurait-elle fait, a demandé Florence. Quand quelqu'un dans cette famille a-t-il jamais posé la question ? Florence a mis la main dans son sac. Elle en a sorti la coupure de journal pliée et l'a délicatement dépliée. La photo de moi avec le maire. Le titre. Elle l'a fait glisser sur la table comme mon père l'avait fait avec le billet de 50 €. Le papier est passé de main en main. J'ai observé le visage de chacun lorsqu'il le voyait. Confusion, surprise, quelque chose qui ressemblait à du respect. Les mains de ma mère tremblaient lorsqu'elle a tenu l'article. Elle a fixé la photo. Moi en tailleur professionnel, serrant la main du maire, acceptant un diplôme encadré. Elle a levé les yeux vers moi. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Et pour la première fois de la soirée, j'ai prononcé plus de 3 mots. Vous n'avez jamais demandé. 5 mots. 12 ans de négligence. Toute la pièce l'a entendu. Le silence a été brisé par un bourdonnement. Mon téléphone dans mon sac sous la table vibrait contre le pied de la chaise. Plusieurs appels, plusieurs textos. Je l'avais mis sur silencieux, mais la vibration était audible. Élodie, ton téléphone, a chuchoté Véronique. Je l'ai sorti. L'écran affichait 6 appels manqués et 4 SMS, tous de mon équipe de direction, tous marqués urgents. Et là, alors que je le tenais, il s'est remis à sonner. L'identifiant de l'appelant indiquait « Cabinet du maire ». Mon père a écarquillé les yeux. Lors d'un repas de fête. J'ai regardé l'écran, puis la tablée. C'est un problème de qualité de l'eau dans le secteur nord-est. Niveau de plomb élevé. La voix de ma mère était faible, quelqu'un d'autre ne peut pas s'en occuper. Le téléphone continuait de sonner. Je me suis levée. Excusez-moi. Je dois prendre cet appel. J'ai marché jusqu'au couloir mais je n'ai pas fermé la porte. Ils pouvaient tous m'entendre. Directrice Martin, ai-je répondu. L'assistant du maire m'a briefé rapidement. Contamination au plomb dans l'eau potable de 3 écoles du 19e arrondissement. Détectée lors de tests de routine du week-end. Besoin d'une autorisation d'intervention d'urgence. Ma voix a changé. Professionnel, technique, autoritaire. Oui, je suis là. Quand ont-ils été détectés ? D'accord. Contactez la DAS immédiatement. Activez le protocole d'intervention de niveau 2. Déployez les unités de test mobiles dans les zones affectées. Concentrez-vous d'abord sur les écoles et les EHPAD. J'ai besoin d'une évaluation préliminaire pour demain à 6 h du matin. Oui, je serai au bureau à 5h30. Non, c'est la priorité. Les jours fériés ne comptent pas quand on a un risque d'exposition au plomb. J'ai raccroché et je suis retourné à table. 17 visages me fixaient différemment maintenant. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac. Désolé pour ça. Où en étions-nous ? Antoine a été le premier à parler. Sa voix était prudente. Tu travailles avec le cabinet du maire ? Je rends compte à l'adjointe au maire chargée de la santé.
Le cabinet du maire se coordonne avec mon département lors des urgences de santé publique. À quelle fréquence ça arrive? Ça dépend de la crise. Pendant le Covid, nous avions des briefings quotidiens. Pour les situations moins urgentes, des réunions hebdomadaires. Véronique a murmuré, mon Dieu, Élodie. Florence n'en avait pas terminé. Elle s'est penchée en avant. Élodie, parle-leur des contrats avec les hôpitaux. Et voici le truc avec l'humiliation publique, quand la situation s'inverse, vous pouvez soit écraser les gens plus bas que terre, soit conserver votre dignité. J'ai choisi la seconde option. C'est ce que je ferai toujours. Mon département gère les accords d'assainissement et de coordination de santé publique avec tous les grands hôpitaux de la ville, ai-je dit calmement. Y compris la Pitié-Salpêtrière. Le visage d'Antoine a blêmi. En quoi ça consiste, a-t-il demandé doucement. L'élimination des déchets médicaux, la manipulation des matières infectieuses, les protocoles de désinfection d'urgence. Nous menons des inspections trimestrielles de tous les blocs opératoires et des installations à haut risque. J'ai fait une pause. J'ai signé le renouvellement de certification de ton bloc opératoire il y a 3 semaines, le 2 novembre. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de la montre de quelqu'un. Votre salle d'opération reste stérile parce que mon équipe fait son travail, ai-je poursuivi. Sans nous, vous n'opérez pas. C'est comme ça que fonctionne l'infrastructure de santé publique. Véronique me regardait comme si elle voyait une étrangère. L'oncle Raymond s'est raclé la gorge. 52 millions d'euros. Élodie, c'est un budget colossal. C'est adapté à l'ampleur du travail. Comment gères-tu autant d'argent? Avec rigueur. Propositions budgétaires annuelles au Conseil de Paris, révision trimestrielle, conformité avec les subventions d'État, négociation de contrats avec les prestataires et les institutions partenaires. Tu as un diplôme de comptabilité? Un MAP. Master en administration publique. J'ai aussi une équipe d'analystes financiers. L'un de mes cousins ados a demandé, combien tu gagnes? Ma mère a poussé un petit cri étouffé, c'est impoli. Mais Florence a répondu, 6 chiffres. Aux dernières nouvelles, le salaire d'Élodie était de 115 000 euros. Ma mère a laissé tomber sa fourchette. Florence a continué. Elle avait attendu ce moment pendant 12 ans, et elle n'allait pas s'arrêter maintenant. Pendant le Covid, le département d'Élodie a coordonné la distribution des masques et EPI pour 40 centres d'hébergement, les protocoles de désinfection pour tout le réseau RATP et les infrastructures d'hygiène d'urgence pour les hôpitaux de campagne. La voix de Véronique était à peine audible, je n'en avais aucune idée. Bien sûr que non, a rétorqué Florence. Aucun de vous n'a demandé. Vous étiez trop occupé à présumer qu'Élodie était un échec. Mon père a essayé de se défendre, nous n'avons jamais dit que tu étais. Pas besoin de le dire. Vous l'avez montré. À chaque réunion de famille pendant 12 ans. La voix de ma mère s'est brisée. Élodie, je suis tellement désolée. Je ne savais pas, je l'ai regardé. Vraiment regardé. Tu ne voulais pas savoir. Il y a une différence. Mais pourquoi ne nous as-tu pas corrigés? Je l'ai fait. Je vous ai dit que je travaillais dans la santé publique. Je vous ai parlé de mes promotions. Vous avez entendu assainissement et vous avez arrêté d'écouter. Aurais été fière si j'avais su. Vraiment? J'ai sorti le billet de 50 euros de ma poche, je l'ai déplié, je l'ai posé sur la table devant mon père. Où auriez-vous trouvé autre chose à critiquer? Mon absence de mari, mon absence d'enfant, mon choix de carrière peu féminin? Ce n'est pas juste. Me donner un pourboire de 50 euros pour aller passer la serpillière devant 17 proches ne l'est pas non plus. La vérité planait dans l'air, lourde, indéniable. Véronique a parlé doucement. Élodie, je savais que tu avais un rôle d'encadrement. Je pensais que tu étais peut-être comme une superviseuse ou quelque chose comme ça. J'aurais dû demander. Je suis désolée. Tu aurais dû demander, ai-je acquiescé. Mais tu ne l'as pas fait. Tu les as regardés m'humilier à chaque fête pendant des années. Tu n'as rien dit.
Tu as laissé maman me présenter comme la fille qui nettoie les toilettes lors de ta baby shower. Tu as souri. Je ne voulais pas, si, tu le voulais. Ça te donnait une meilleure image par comparaison. Les yeux de Véronique se sont remplis de larmes. Je suis désolée. Antoine a posé sa main sur son bras, un geste protecteur. Je l'ai reconnu pour ce qu'il était, de l'inquiétude pour sa femme, pas de la solidarité avec moi. Je l'ai regardé. Je ne te déteste pas, Véronique, mais j'en ai fini de faire semblant que tout va bien. Plusieurs de mes cousins ont pris la parole alors, s'excusant, disant qu'ils ne savaient pas. Tante Céline a regardé ma mère avec quelque chose qui ressemblait à des reproches. Béatrice, je n'arrive pas à croire que tu ne savais pas ce que ta propre fille faisait dans la vie. Ma mère a essayé de se défendre, elle n'a jamais expliqué correctement. Lui as-tu déjà demandé, a insisté tante Céline. Personne n'a répondu. Je me suis levée. Je pars. Mamie, tu viens? Florence s'est levée aussi, attrapant son déambulateur. Ma mère a paniqué. Élodie, s'il te plaît, ne pars pas. On peut arranger ça. Maman, tu ne peux pas arranger ça avec une simple conversation. Ma voix était calme, posée. Ce n'est pas une simple erreur. C'est 12 ans à décider que je n'étais pas assez bien. Chaque fête, chaque repas du dimanche, chaque coup de téléphone, tu as clairement fait comprendre que j'étais la fille décevante. Je n'ai jamais voulu. Si, tu l'as voulu. Tu pensais chaque mot. Parce que je n'ai pas épousé de médecin. Parce que je n'ai pas eu d'enfant. Parce que j'ai choisi une carrière que tu ne comprenais pas et que tu ne respectais pas. Tu as décidé que j'étais une ratée et tu m'as traité en conséquence. Mon père a demandé doucement, que attends-tu de nous? J'ai réfléchi à la question. Qu'est-ce que je voulais? Je veux que vous compreniez que le respect n'est pas optionnel. Si vous me voulez dans votre vie, je ne viendrai pas à des événements où je suis traitée comme une moins que rien. Je n'écouterai pas de comparaison entre moi et Véronique. Je n'accepterai pas de commentaires méprisants sur mon travail. Ce sont mes conditions. C'est raisonnable, a dit mon père. Ma mère pleurait maintenant. Élodie, nous sommes une famille. J'ai marché vers la porte. Florence a suivi, son déambulateur cliquetant sur le parquet. Ma mère nous a interpellés. Élodie, attends. Je ne me suis pas retournée. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid de novembre s'est engouffré. Florence a fait une pause sur le seuil. Elle s'est tournée une dernière fois vers ma mère. Béatrice, a-t-elle dit doucement. Tu as élevé une fille qui sauve des vies tous les jours, qui protège plus d'1,5 million de personnes contre les maladies, qui dirige une opération de plusieurs millions d'euros avec intégrité et compétence, et tu l'as traitée de nettoyeuse de toilettes devant toute sa famille. Ma mère a sangloté. Je ne savais pas, tu aurais dû demander. Tu es sa mère. Florence s'est tournée et est sortie avec moi. La porte s'est refermée derrière nous. Nous avons entendu ma mère pleurer à l'intérieur. Nous avons entendu les voix s'élever, des questions, des récriminations. Nous avons descendu prudemment les marches du perron. J'ai aidé Florence avec son déambulateur. Notre souffle était visible dans l'air glacial. Dans ma voiture, Florence a demandé, « Comment te sens-tu » Je suis restée assise là un long moment, les mains sur le volant, sans démarrer le moteur. J'assimilais le tout. Libre, ai-je fini par dire. Si vous avez déjà eu à poser des limites avec des personnes censées vous aimer inconditionnellement, vous savez à quel point c'est difficile, mais vous savez aussi à quel point c'est nécessaire. Si cela résonne en vous, laissez un commentaire. J'aimerais savoir que je ne suis pas seule dans ce cas. J'ai ramené Florence à son appartement. Nous avons commandé chez le traiteur asiatique et regardé Casablanca sur sa petite télévision. Nous nous sommes assises sur son canapé, les barquettes sur la table basse, mangeant dans un silence confortable. Est-ce que je suis allée trop loin, a demandé Florence pendant une coupure pub. Non, tu es allée exactement là où il fallait. Ta mère va beaucoup appeler. Je sais. Je ne vais pas répondre pendant un moment. Bien. Laisse-la mariner.
Mamie? Oui. Merci de m'avoir vu. Toujours. Elle a tendu le bras et m'a serré la main. Oh, ma chérie. Ça n'a jamais été difficile. Mon téléphone s'est mis à vibrer dans mon sac. Béatrice Martin, appel entrant. J'ai mis le téléphone en sourdine et je me suis replongée dans le film. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une paix véritable. La semaine qui a suivi le repas a été silencieuse. Ma mère a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé des SMS. 29 novembre, Élodie, s'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Je suis tellement désolée. 30 novembre, Élodie, je comprends que tu sois blessée, mais tu aurais dû être honnête avec nous. 1er décembre, tu m'as embarrassée devant toute la famille. Était-ce bien nécessaire? Le 2 décembre, j'ai bloqué son numéro. Au travail, l'histoire était différente. Ce lundi-là, j'étais dans mon bureau à 5h30 du matin pour coordonner la réponse à la contamination au plomb. À midi, nous avions déployé des équipes de test dans 12 établissements. À 18h, nous avions identifié la source, des canalisations corrodées dans une conduite d'eau desservant 3 écoles primaires. À la fin de la semaine, nous avions mis en œuvre les protocoles d'urgence et commencé les réparations des infrastructures. Une collègue a remarqué mon efficacité. Ça va? Tu as l'air super concentré. J'ai passé un très bon repas de famille, ai-je répondu. Le 8 décembre, mon téléphone a sonné. Pas ma mère, Véronique. J'ai décroché. Allô, Élodie. On peut se parler, s'il te plaît? Je suis restée silencieuse un instant, puis, d'accord. Nous nous sommes retrouvés pour un café dans le Marais la semaine suivante. Véronique avait l'air nerveuse, tripotant sa serviette en papier. Elle avait apporté des lettres d'Antoine. Des excuses, tapées à l'ordinateur et signées à la main. Maladroite mais sincère. Antoine voulait écrire directement, mais je lui ai dit de te laisser de l'espace. Voici sa lettre. Je l'ai lue. Antoine reconnaissait avoir eu tort au sujet des travailleurs essentiels. Il mentionnait que son hôpital avait connu une crise sanitaire la semaine précédente, une rupture de canalisation avait contaminé un bloc. Mon équipe avait réparé le problème en 6 heures. Il m'avait appelé personnellement pour me remercier. Il avait eu l'air surpris de notre compétence. J'ai mentionné cela à Véronique. Il avait l'air choqué qu'on sache ce qu'on faisait. Il l'était, a admis Véronique. Nous l'étions tous les deux. C'est bien là le problème, n'est-ce pas? Oui. Elle m'a regardé longuement. Je savais que tu n'étais pas juste une femme de ménage. Je savais que tu avais un poste, mais je n'ai jamais demandé lequel exactement parce que ça semblait plus simple de ne pas le faire. Parce que c'était plus facile de laisser la version de maman l'emporter. Oui. Je suis désolée. Tu as été complice, Véronique, pendant 12 ans. Je sais. Je veux faire mieux. Alors fais mieux. Mais j'ai d'abord besoin de temps. Est-ce qu'on peut essayer, a-t-elle demandé. De reconstruire ça? J'ai plié la lettre d'Antoine et l'ai rangée dans mon sac. On peut essayer. Mais Véronique, si on fait ça, les choses doivent être différentes. Je ne suis plus la petite sœur qui se contente des restes. Je comprends. Nous avons terminé notre café dans une conversation prudente. Pas chaleureuse, mais pas froide non plus. Un début, peut-être. Ou peut-être juste un cessez-le-feu. Le 15 décembre, mon père m'a envoyé un email. Formel, maladroit, mais authentique. Élodie, je te dois des excuses. J'ai travaillé dans un entrepôt pendant 30 ans et je n'ai jamais eu l'impression d'être assez bien. Quand tu as choisi le service public plutôt que le secteur privé, j'ai cru que tu faisais la même erreur que moi. J'avais tort. Tu as trouvé un sens à ton travail. Moi, je n'avais trouvé qu'un salaire. Je suis désolée. Je n'arrivais pas à voir ce que tu bâtissais. Si tu me donnes une autre chance, j'essaierai de comprendre. Papa. Je l'ai lu 2 fois. J'ai répondu, papa, j'y réfléchirai.
Mais je n'assisterai plus au repas de famille où l'on me manque de respect. Ce n'est pas négociable. J'ai appuyé sur envoyer. Le 18 décembre, ma direction a organisé sa fête de fin d'année. 180 employés entassés dans une salle de conférence de la ville, avec des décorations modestes et un buffet participatif. Mon équipe m'a offert une photo encadrée, nous tous ensemble, moi au centre, et une carte signée par tout le monde. J'ai lu les messages plus tard dans mon bureau, vous êtes la meilleure patronne que j'ai jamais eue, merci de nous avoir vus. Vous êtes la raison pour laquelle je suis restée dans ce secteur. J'ai épinglé la carte sur mon tableau en liège à côté des félicitations, des lettres de remerciement et des photos d'équipe. La preuve que mon travail comptait. La preuve que je comptais. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. Le cabinet du maire. Directrice Martin, félicitations. Nous vous promouvons au poste de directrice générale adjointe des opérations de santé publique. Portefeuille élargi, salaire porté à 135 000 €. Nous l'annoncerons la semaine prochaine. Je les ai remerciés, j'ai raccroché et je me suis assise dans mon bureau en regardant la photo encadrée de mon équipe. C'était ma vraie famille, les personnes qui voyaient mon travail, qui l'estimaient, qui savaient ce que je faisais parce qu'ils le faisaient avec moi. En janvier 2026, la promotion a été annoncée publiquement. J'ai emménagé dans un nouveau bureau, plus grand, en angle, avec vue sur l'hôtel de ville. La plaque en cours d'installation indiquait « Élodie Martin, directrice générale adjointe, opérations de santé publique ». En déballant les cartons de mon ancien bureau, j'ai trouvé le billet de 50 € dans un tiroir, celui du fameux repas. Je l'avais gardé. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je l'ai fait en don au fonds d'aide aux sans-abri avec un mot, en l'honneur des travailleurs essentiels, partout. En février, j'ai accepté de déjeuner avec mes parents. Lieu public, 1 heure. J'ai mis un minuteur sur mon téléphone. Ma mère a pleuré. Élodie, j'ai passé 3 mois à réfléchir à ce que j'ai fait. J'avais tort. J'ai été cruelle. J'ai laissé mes propres insécurités m'aveugler sur tes réussites. Oui, tu l'as fait. Peux-tu me pardonner? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Un jour, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux vous offrir que ceci, une chance de recommencer, doucement. À quoi ça ressemble, a demandé mon père. Vous me traitez avec respect. Vous ne me comparez pas à Véronique. Vous me posez des questions sur mon travail et vous écoutez vraiment. Si vous ne pouvez pas faire ça, nous n'aurons pas de relation. Ma mère a essuyé ses yeux. Est-ce qu'on peut essayer? On peut essayer. Mais je ne promets rien au-delà de la simple courtoisie. L'heure s'est écoulée. Je suis partie. Ce n'était pas chaleureux. Ce n'était pas de la guérison. Mais c'était une limite clairement tracée, et je pouvais vivre avec ça. Au cours du mois suivant, j'ai construit ma vie de manière plus intentionnelle. Dîner avec la direction de mon département, appels hebdomadaires avec Florence, conférences trimestrielles sur la santé publique. J'ai rempli mon appartement de photos de collègues et de mentors, pas de famille. Je me suis construit ma propre famille de cœur. En mars, j'ai été invitée à prendre la parole devant les étudiants en santé publique de l'Université Paris 8. L'amphithéâtre était plein à craquer. 200 étudiants, professeurs, professionnels. Je me suis tenue au pupitre et j'ai parlé des infrastructures essentielles, de la dignité du travail qui permet aux villes de fonctionner, du fait d'être invisible jusqu'au jour où vous n'êtes plus là. Ma grand-mère m'a appris que le travail essentiel est essentiel, que votre famille le comprenne ou non, ai-je déclaré. Les personnes qui font fonctionner les villes, qui s'assurent que l'eau potable coule, que les déchets sont enlevés et que les épidémies sont évitées, nous sommes invisibles jusqu'au jour où nous ne sommes plus là. À ce moment-là, tout le monde s'en souvient. N'attendez pas la reconnaissance pour savoir que votre travail compte. Faites le travail parce qu'il compte. La salle est restée silencieuse. Puis quelqu'un a commencé à applaudir. Puis tout le monde s'est levé pour une ovation. Mamie Florence était au premier rang, pleurant de fierté. Après le discours, les étudiants ont fait la queue pour poser des questions.
L'un d'eux a demandé, « Comment êtes-vous resté motivé quand les gens ne voyaient pas votre valeur ?» J'ai repensé à ce billet de 50 € glissant sur la nappe, à la voix de ma mère disant « Nettoie les toilettes » devant 17 personnes. À 12 ans de sous-estimation. J'ai arrêté d'attendre une validation externe, ai-je répondu. J'ai trouvé des personnes qui voyaient mon travail pour ce qu'il était, et j'ai décidé que c'était suffisant. L'étudiant a hoché la tête en prenant des notes. Ce soir-là, je suis retourné à mon bureau. Il y avait un post-it sur mon écran, laissé par une membre de l'équipe nommée Camille. Directrice Martin, j'ai regardé votre discours à Paris 8 sur YouTube. Vous êtes la raison pour laquelle je n'ai pas démissionné quand ma famille m'a dit que la santé publique était indigne de moi. Merci de m'avoir montré que ce n'est pas le cas. Camille. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai épinglé sur mon tableau en liège avec tous les autres. Plus tard, mon téléphone a vibré. Un texto de Florence, fière de toi aujourd'hui. Viens dimanche. Je ferai des crêpes. J'ai souri et répondu, j'apporte le cidre. Aujourd'hui, je dirige toujours le même département. Enfin, techniquement, je supervise plusieurs départements maintenant en tant que directrice générale adjointe, mais je gère toujours les infrastructures que la plupart des gens ne voient jamais. Les toilettes continuent de fonctionner. Les déchets sont toujours ramassés. Les épidémies sont toujours évitées. Tout cela grâce à un travail qui reste invisible jusqu'à ce qu'il échoue. Et j'ai appris que la visibilité n'est pas synonyme de valeur. Certains des travaux les plus importants au monde ont lieu là où personne ne regarde. Les équipes de nettoyage au petit matin, les opérateurs de traitement des eaux, les inspecteurs qui préviennent les épidémies avant qu'elles ne se déclarent. Les personnes qui nettoient, entretiennent et protègent les systèmes dont nous dépendons tous. Je suis d'accord pour être invisible maintenant. En fait, j'en suis fière, parce que je sais que ce que je fais compte. Mon équipe le sait. Le 1,5 million de Parisiens qui boivent de l'eau propre et ne tombent pas malades à cause d'aliments contaminés bénéficient de mon travail, qu'ils connaissent mon nom ou non. Et ma famille. Nous continuons de reconstruire doucement, avec des limites que je fais respecter. Ma mère et moi déjeunons ensemble 1 fois par mois. Nous parlons de sujets sans risque. Elle apprend à poser des questions. J'apprends que pardonner ne signifie pas oublier. Véronique et moi échangeons des textos de temps en temps. Elle fait des efforts. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux. Mon père m'a envoyé une carte d'anniversaire le mois dernier avec un petit mot écrit à la main, fier du travail que tu accomplis, même si je ne le comprends pas toujours. C'était suffisant. Mais la relation qui compte le plus, c'est celle que j'entretiens avec moi-même. Je n'ai plus besoin que mes parents comprennent ma valeur. Je n'ai pas besoin de l'approbation de Véronique. Je n'ai besoin de personne pour me dire que ce que je fais est important. Je sais que ça l'est. Et ce savoir, cette certitude. C'est la liberté.